Est-ce que ça t'est déjà arrivé de repenser à une relation et de te demander «Mais pourquoi je suis resté aussi longtemps?» Alors qu'au fond, tu savais que quelque chose n'allait pas. Pas forcément à cause de grandes disputes, hein, mais juste une accumulation de petites choses que tu as acceptées jour après jour, jusqu'à ce que tu te perdes dans le rapport. Des remarques répétées sur ce que tu faisais qui n'étaient jamais assez bien, du sarcasme qui passe pour de l'humour, mais qui cachait toujours une pique pour te rabaisser, des ajustements permanents pour répondre à ses besoins, pendant que les tiens passaient au second plan. Tu te mettais à réfléchir avant de parler, jusqu'à finir par te taire, juste pour éviter une dispute, un malaise, une remarque, un changement d'humeur. Parfois, c'était plus frontal. Il ou elle te témoignait moins d'affection pour te faire payer, ou alors tu as même eu droit à des silences dès que tu posais une question qui dérangeait. Tu recevais des excuses qui étaient juste suffisantes pour te calmer, sans jamais être suivi de vrais changements. Et ce va-et-vient permanent entre des moments de tendresse et des épisodes de froideur ou de colère ont fait que tu as fini par douter de toi. Tu as douté de ta perception, de la relation en elle-même. Et aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. On va pas juste lister les red flags d'une relation toxique. On va surtout comprendre pourquoi tu restes et ce que ça dit sur ce que tu portes encore en toi. Et d'ici la fin, tu comprendras pourquoi ton système nerveux préfère une douleur familière au soulagement de gérer ses rapports autrement. Et surtout, je vais te donner les meilleurs outils pour faire face aux profils les plus compliqués. Aujourd'hui, les schémas des relations toxiques, on les connaît, hein, mais on parle moins des mécanismes qui expliquent pourquoi tu tombes dedans. Et surtout pourquoi tu y restes. Et si tu les comprends, tu verras que tu comprendras la quasi-totalité de tes blocages. On va prendre un exemple très courant, celui des critiques constantes. L'autre te corrige non-stop. Il trouve toujours quelque chose à redire. Même les pics qu'ils font passer pour de l'humour laissent une trace malgré tout. Et leurs critiques ne portent pas réellement sur ce que tu fais, mais sur qui tu es. Et c'est pas un comportement précis qui est visé. On touche à ton identité. Ton intelligence est remise en question, ta façon de rigoler est tournée en dérision, ton corps est un sujet de commentaire, tes goûts, tes envies, ta manière d'être comprennent tous des défauts. Et quand l'attaque touche à qui tu es, ça fait plus mal. Parce que tu peux modifier un comportement, mais comment défendre ce que tu es au fond? C'est comme ça que, petit à petit, tu finis par croire que le problème, bah, c'est toi en fait. Et si tu as grandi dans un environnement où tu étais souvent jugé, critiqué ou comparé, bah, ce discours te semble presque normal. Les paroles de ton partenaire ne te choquent pas vraiment. Elles résonnent avec une voix intérieure que tu connais déjà, qui doute de ta valeur. À tel point que quand quelqu'un d'autre te fait un compliment, même s'il est sincère, ça te semble inconfortable parce que ça sonne presque faux, tellement c'est éloigné de l'image que tu te fais de toi. Et en réalité, tu as tellement banalisé la critique que pour toi c'est normal. Et tu cherches inconsciemment à être enfin accepté par la personne qui te rejette. Tu attends encore cette validation extérieure qui te donnera enfin l'impression d'être aimé et qui t'aidera à réécrire l'histoire que tu te racontes à ton sujet. Parfois, la douleur arrive quand l'autre réagit mal, même très mal. Tu dis quelque chose, tu poses une question, tu fais un pas de travers, et d'un coup, tout bascule. Il s'énerve, il hausse le ton, il lâche des mots qui font mal, il transforme une discussion normale en tension ou en conflit. D'autres fois, c'est l'inverse. Il crie pas, il se ferme, il ne répond plus, il t'ignore, il devient froid. Mais que ce soit par la colère ou le silence, le message reste le même. Tu as fait quelque chose de mal, et maintenant c'est à toi d'arranger les choses. Et si tu as l'impression que ces moments sont insupportables quand l'autre se ferme, c'est pas parce que tu es sensible, c'est parce que ton système nerveux vient de retourner en mode survie. Et ceux qui tombent dans ce schéma ont souvent grandi dans un environnement où l'amour ou l'attention pouvaient disparaître dès qu'ils déplaisaient ou qu'ils ne répondaient pas aux attentes de leurs parents. Du coup, bah, tu refais la scène en boucle, tu te demandes ce que tu as dit de travers, ce que tu devrais changer, à quoi tu devrais renoncer, et tu fais tout pour réparer. Tu mets tes limites de côté parce que tout ce que tu veux, c'est que ça redevienne comme avant, que l'autre redevienne gentil, présent, affectueux. Et quand ça arrive enfin, tu ressens un soulagement tel que tu finis par confondre ça avec de l'amour. C'est ce mécanisme hyper addictif que j'appelle l'arnaque du soulagement qui fait que tu restes. Et petit à petit, ton bien-être commence à dépendre de l'humeur de l'autre. Tu te demandes même plus si ce que tu vis est acceptable. Tu attends juste la prochaine bonne période.
Et à force de t'écraser pour préserver la paix, tu apprends à ton système nerveux que l'approbation de l'autre est le seul endroit qui est sûr pour toi. Jusqu'à oublier ce que ça fait de te sentir en sécurité par toi-même. Ensuite, tu peux être avec quelqu'un qui, au début, te donnait l'impression de te protéger, alors qu'au fond, il préparait le terrain pour te contrôler. Et souvent, ça commence sous couvert de bonnes intentions. Il donne son avis sur ce que tu portes pour ton bien, il te propose de t'aider à gérer ton budget, puis il commence à commenter chacune de tes dépenses, il surveille où tu vas parce qu'il s'inquiète pour toi, il décide où manger, qui voir, quoi faire, toujours avec ce discours un peu rassurant, le «je veux juste prendre soin de toi». Et au début, on se dit que c'est un luxe. On a quelqu'un qui prend les choses en main, qui simplifie, qui enlève ses décisions du quotidien et qui a de bonnes intentions. Mais derrière ce confort, il y a une question qui s'installe. En fait, à quel moment l'aide s'arrête et à quel moment commence l'effacement? En gros, on ne te fait pas vraiment confiance pour gérer ta propre vie. Et si tu as grandi dans un cadre où les adultes décidaient pour toi, géraient pour toi avant même que tu puisses essayer, ils savaient toujours ce qui était mieux à ta place, bah, ce fonctionnement te paraît normal. C'est presque rassurant parce que, en ne choisissant plus, tu ne risques plus de te tromper. Et c'est comme ça que ton système nerveux a fini par associer l'obéissance à la sécurité. Sauf qu'à chaque fois que tu laisses quelqu'un décider à ta place, tu renforces l'idée que ton jugement, bah, il ne vaut pas grand-chose en fait, et que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Progressivement, tu te déconnectes de ton intuition jusqu'à ce que les préférences de l'autre deviennent la norme, et ta voix finit par s'éteindre. Mais sache que l'amour et la protection ne devraient jamais te coûter ta liberté intérieure. Le vrai chemin, ce n'est pas de prouver que tu n'as besoin de personne, c'est de retrouver la confiance en toi qui a été mise de côté quand quelqu'un d'autre a commencé à conduire à ta place. Et bon, parfois, c'est ni la colère, ni le contrôle qui pose problème. Parce que la toxicité peut être beaucoup plus silencieuse, mais tout aussi usante. Et c'est quand tu es avec quelqu'un sur qui tu ne peux jamais vraiment compter. Quelqu'un dont les paroles et les actes ne collent jamais. Et le problème, c'est pas tant ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il ne fait pas. Alors imagine, tu as un rendez-vous important ou tu as juste besoin d'un coup de main pour un truc qui te pèse, et il annule au dernier moment avec un message d'excuse bidon. Ou alors, il oublie ce qui compte pour toi, se montre irresponsable, et quand tu en parles, il minimise. Arrête, c'est pas grave, tu exagères, tu prends tout trop à cœur. Et au début, tu lui trouves des excuses. Tu te dis que son quotidien est déjà assez compliqué, que ça arrive à tout le monde, qu'il traverse peut-être une période difficile. Puis avec le temps, tu comprends que c'est pas qu'une question de circonstances, mais c'est plutôt un mode de fonctionnement où on te manque toujours de considération. Et sans t'en rendre compte, c'est toi qui finis par toujours tout porter parce que tu es celui ou celle sur qui on peut compter. Tu fais à sa place, tu compenses, tu t'adaptes, tu te dis que tu es flexible, que tu es compréhensif ou compréhensive, mais en réalité, tu t'épuises. Et ce schéma, il est lié au fait que tu as grandi dans un environnement où tu as dû devenir un adulte beaucoup trop tôt. Tes parents n'étaient pas fiables, ou alors tu as eu des circonstances où tu as dû gérer ta famille avant l'âge. Donc ça te semble presque normal. Sauver l'autre, prendre sur toi, gérer à sa place. C'est comme ça que tu as appris à rester en sécurité ou à mériter de l'attention. Pour être aimé, il faut être utile. Sauf qu'à force, tu enseignes une chose très claire. Tant que tu rames pour deux, l'autre n'aura jamais besoin d'apprendre à le faire. Donc tes besoins peuvent attendre et l'amour se mesure à ce que tu es capable de supporter. Alors que tu n'as rien à prouver pour mériter d'être aimé. Parce que le respect ne se gagne pas en s'oubliant. Si tu t'enseignes à toi-même que tes besoins peuvent toujours attendre, bah, ne t'étonne pas que l'autre finisse par le croire aussi. Tu sais, on dit souvent que l'erreur est humaine. Et c'est vrai. Une parole qui dépasse la pensée, un oubli, une maladresse, ça arrive. Mais j'ai une règle d'or que j'aimerais que tu graves quelque part. La première fois, c'est une erreur. La deuxième fois, c'est un choix. La troisième fois, c'est un contrat. Et si tu acceptes que la même limite soit franchie encore et encore, c'est plus un accident de parcours. C'est un nouveau mode d'emploi de ta relation. Et la question, c'est pas pourquoi il continue, c'est pourquoi tu as signé ce contrat en fait. Tu te dis sûrement, je suis quelqu'un de mature, je sais passer à autre chose, je sais passer au-dessus des petites piques pour préserver le couple. Tu appelles ça de la patience ou de la compréhension, mais soyons honnêtes une seconde. Est-ce que c'est de la maturité ou est-ce que c'est plutôt de la peur?
Parce qu'il y a une différence immense entre être gentil et être inoffensif. Quelqu'un de gentil a le choix de dire non, mais décide de dire oui. Et quelqu'un d'inoffensif dit oui parce qu'il n'ose pas imaginer les conséquences d'un non. Et c'est pour ça que tu tolères des choses que tu n'accepterais jamais pour quelqu'un que tu aimes vraiment. Parce que l'approbation te semble plus sûre que le respect de toi-même. Et ce que tu appelles un compromis devient petit à petit un abandon de toi. Je sais que c'est dur à entendre, mais si tu te reconnais là-dedans, ne commence pas à t'en vouloir. Parce que ce réflexe de devenir inoffensif, c'est un mécanisme de survie que tu as fini par intérioriser. On t'a appris à avoir peur du conflit. On t'a appris que la relation passe avant tes besoins à n'importe quel prix. On t'a appris que rester discret implique de rester en sécurité. Tu as grandi depuis, hein, et tout ce que tu faisais pour te protéger hier t'empêche de vraiment aimer et d'être aimé en retour aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désactiver ces mécanismes. Et maintenant qu'on a vu la réalité en face, on va passer à la pratique. Comment reprendre le pouvoir, même si ta voix tremble? On imagine souvent que reprendre le pouvoir, c'est hurler sa vérité et partir en claquant la porte, ou tout affronter d'un coup. Pour certains, c'est peut-être nécessaire, hein. Mais pour la plupart d'entre nous, le changement commence beaucoup plus bas. Il commence par une phrase, par un simple «je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire» ou «j'ai besoin d'un peu de temps seul». Sauf que si chaque situation est différente, les pièges sont souvent les mêmes. Donc avant de te donner les phrases exactes à utiliser, il faut d'abord changer ta posture pour mieux gérer tes conflits. Alors d'abord, rappelle-toi que ton rôle n'est pas de réparer l'autre, mais de te stabiliser toi. Tu es ni son thérapeute, ni son punching ball. Ton seul et unique job pour un échange réussi, c'est de rester stable. Donc quand tu as l'impression que l'autre attaque ou touche une corde sensible, avant de répondre, ralentis, respire, parle moins vite que d'habitude. En contrôlant ton débit de parole, tu reprends doucement le contrôle de ton système nerveux et tu te laisses plus aspirer par la tension que l'autre met en place. Parce que les personnes difficiles, ce sont des experts en pêche émotionnelle. Elles vont lancer des reproches, des pics, des vieux dossiers. Et tout ça, ce sont des hameçons. Elles cherchent ta réaction. Parce que si tu réagis, elles ont gagné. Le sujet, c'est plus leur comportement, ça devient ta colère. Ensuite, tiens tes limites clairement pour que la discussion ait un sens. Tu ramènes toujours l'échange au vrai sujet. Et si ça devient trop toxique, rappelle-toi que mettre fin à une discussion, c'est pas fuir, c'est poser un périmètre de sécurité. Tu abandonnes pas, tu protèges la seule chose sur laquelle tu as encore du pouvoir, c'est toi-même. Et maintenant, on va voir comment tu peux répondre point par point avec des phrases simples qui ne cherchent pas à gagner, mais à calmer le jeu et à dégonfler l'ego de l'autre en fonction de leur profil. Donc, concrètement, quand quelqu'un devient agressif, qu'il hausse le ton, t'étiquette ou exagère pour te provoquer, reste calme et refuse l'idée que parler plus fort rend les choses vraies. Donc ne cherche même pas d'argument. Utilise cette phrase courte que tu peux dire avec un calme qui va les déranger. Tu sais, c'est pas parce que tu parles plus fort que tu as raison. Ça marche parce qu'on ne parle plus de ce qu'il te reproche, on parle du cadre de l'échange. S'il n'arrête pas, tu poses une limite finale. Je suis prêt à en parler quand on pourra rester calme tous les deux. Et si ça continue, retire-toi. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui a déjà décidé que tu avais tort. Mais parfois, derrière les cris, par-delà leur colère, il y a une vraie douleur que l'autre ne sait pas exprimer. Donc si la personne en face te lance une phrase comme « tu m'écoutes jamais », ton instinct voudra lister toutes les fois où tu as été là. Alors, ne fais surtout pas ça. Évite de te défendre point par point et essaie quelque chose comme « j'ai l'impression que tu te sens ignoré et je veux bien qu'on parle du vrai problème pour toi, mais est-ce qu'on peut le faire dans le calme ?» Ça désamorce souvent la tension parce que tu montres que tu écoutes sans te laisser écraser. Et ça ouvre enfin la porte à une discussion réelle, y compris sur tes besoins à toi. Avec le passif-agressif, c'est une autre catégorie. C'est celui qui cogne pas avec des mots, mais qui te laisse mourir de froid dans une pièce. Il soupire, il claque la porte, il répond de façon monosyllabique, et là, ton cerveau il s'emballe un peu. Tu commences à faire l'inventaire de tes 3 dernières journées. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête ça tout de suite. Ne joue pas le rôle qu'il écrit pour toi. Celui du mendiant qui réclame un petit peu de clarté. Sinon, tu lui donnes les clés de ton bien-être sur un plateau. Donc si cette personne se ferme ou t'ignore, ne lui cours pas après.
Mais c'est pas de forcer la porte et ne réponds pas au sarcasme par du sarcasme. Pose simplement le constat en disant quelque chose comme « Je vois bien que quelque chose ne va pas, mais je sais pas ce que c'est. J'aimerais qu'on en parle plutôt que de s'ignorer. » Et là, c'est l'étape la plus dure. Tu te tais. Tu ne justifies pas ta phrase. Pas de deuxième question. Tu t'arrêtes là. Si elle répond le classique « Non, mais tout va bien », bah résiste à l'envie de forcer ou d'insister. Réponds juste par « D'accord, je serai là quand tu auras envie d'en parler. » En faisant ça, tu lui dis implicitement « Ton humeur, bah elle t'appartient, et je vais pas la porter pour toi. » Puis, va faire autre chose. Montre que la vie ne s'arrête pas parce qu'il a décidé de bouder. Donc, tu lui rends la responsabilité sans fermer la porte. Et face au pic déguisé en blague ou au compliment ambigu parce qu'il cache une critique, ne réponds pas par du sarcasme. Utilise vraiment quelque chose de neutre comme « Je sais que c'était censé être une blague, mais ça me met vraiment mal à l'aise. » Tu nommes ce qui se passe, sans attaquer, sans dramatiser. Tu montres que tu te respectes et que dans cette relation, on se parle directement ou on ne se parle pas. Bien, passons. Est-ce que tu la connais, cette sensation? Tu sais, tu poses une question simple à quelqu'un, sans aucune méchanceté, et en face, ça explose. Quand tu fais face à quelqu'un qui se braque, dès que tu parles d'un de leurs comportements qui te dérange, qui détourne la discussion, qui se justifie, qui t'attaque ou se ferme complètement, rappelle-toi une chose. Pour ton partenaire, ta remarque n'est pas juste une information, c'est une menace. Il se sent jugé, il se sent attaqué, et du coup son cerveau vient de passer en mode survie. Il t'entend plus, il se protège. Et on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui croit qu'il joue sa vie ou son identité. Donc la clé ici, c'est pas d'accuser, mais de décrire. Donc au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essaie plutôt quelque chose comme « j'ai remarqué que quand je parle de ce qui me dérange, la discussion part ailleurs et je me sens mis de côté. J'aimerais vraiment qu'on puisse se comprendre. » Tu ne parles plus de lui, mais de la dynamique, de ce que tu ressens et d'un constat. Et si malgré tout la personne reste sur la défensive, commence par faire quelque chose qui peut te sembler contre-intuitif. Valide sa peur, reconnais ce qu'elle ressent. J'ai l'impression que tu te sens sous pression dès qu'on aborde ce sujet. En revanche, on ne récompense jamais l'évitement. Quand quelqu'un répond par « c'est pas ma faute » ou « c'est toi qui aurais dû », ne te perds pas à débattre de qui a tort ou raison. Recentre simplement. Écoute, je cherche pas un coupable, je veux juste qu'on trouve une manière d'éviter que ce problème se reproduise. Tu vois, ici, tu viens de transformer une guerre d'ego en une séance de résolution de problèmes. On va être honnête, ces outils ne sont pas des baguettes magiques. Ils vont pas transformer un partenaire toxique en prince charmant d'un coup de phrase bien placé. Ils servent pas à gagner un débat, ils servent à te protéger, à rester clair, stable, aligné, même quand l'autre essaie, consciemment ou non d'ailleurs, de te faire perdre pied. Et surtout, ils t'aident à traverser ta peur du conflit. Donc, au lieu d'accumuler du ressentiment en silence, tu fais face à la réalité de ta relation. Tu arrêtes de projeter ce que tu aimerais que l'autre soit, et tu regardes la réalité brute de ce que tu as en face de toi. Quelqu'un capable ou non d'écouter, de reconnaître ta douleur, de se remettre en question, de faire évoluer la relation. Et quand tu as vraiment essayé, quand tu as sincèrement essayé, sans te trahir, tu peux enfin lâcher cet espoir flou que ça ira mieux un jour, et tu n'auras plus de regrets si tu choisis de partir. Tu vois clair, soit l'autre est prêt à s'engager, à être un vrai partenaire, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, et que tu choisis quand même de rester, alors une question encore plus profonde se pose. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette douleur? Quel est ce bénéfice caché, cette vieille blessure que cette relation vient flatter, malgré le prix qu'elle te coûte? Mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Et en attendant, ose dire ta vérité, même si ta voix tremble. Si ce message t'a parlé, dis-le moi en commentaire, ou partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux continuer ces réflexions avec moi, pense à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.